Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô? Allô, 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 allô? Allô, allô? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ici Roger, ici Motoir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allô, 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 allô? 1, 2, 1, 2, Roger, Tower, Tower.
Et bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un direct live direct, ici en direct, encore plus en direct, mais très en direct, sur le serveur PlayMCFR. Voilà, ce sera tout pour moi. Ce sera tout pour moi, donc commençons. Ah oui, et aussi on va... J'étais en train de chercher ce que j'allais faire et on va publier un peu en temps réel des trucs de bouche. Je l'ai fait. Donc je lance. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, on est dans Black Bloc et on est à Bobigny. Quelle ambiance. L'ambiance de Maboule. Ça va Bobigny? A priori oui, les gens vont bien. Ok, ça fonctionne bien. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, on est dans Black Bloc et on est à Bobigny. Quelle ambiance. L'ambiance de Maboule. Ça va Bobigny? A priori oui, les gens vont bien. On est à la salle Pablo Neruda de Bobigny. On peut difficilement être plus à gauche que ça. Pour venir, on a pris la rue Gagarine, il y avait le boulevard Gagarine, le rond-point Gagarine. Putain. Dans toutes les rues ici, c'est un délire. On dirait un peu l'album Panini du marxisme, quoi. Donc voilà, on est bien. On est là pour Black Bloc et je vous présente mes invités du jour. Manuel Bompard, Usul et Rokhaya Diallo. On va applaudir bien fort. Voilà. Le compteur de wokisme de l'émission est à 12 milliards d'un coup. Je vous rappelle donc le principe, les amis. Donc j'invite des politiques, des activistes, des intellectuels pour leur demander ce qui les fait rigoler et des humoristes, puisque maintenant, oui, on va en parler. Usul se lance dans une petite carrière de stand-upper. Et je demande donc aux humoristes ce qui les politise, en fait, celui qui les conscientise, on va dire. Je vais commencer par vous présenter Rokhaya. Rokhaya, je vais commencer par toi. Alors, tu fais plein de trucs, donc c'est difficile de résumer. Je vais commencer par les trucs les plus classes. Tu es chercheuse en résidence à l'université de Georgetown à Washington, D.C. Ouais, exactement. C'est pas un peu la classe? En vrai, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc ça nous impressionne. Et moi, je viens de Vesoul à la base. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, je fais partie d'un centre de recherche qui s'appelle Gender Plus Justice Initiative. Donc, c'est un centre de recherche sur le genre. Ouais. Et j'enseigne depuis l'année dernière. Donc là, en ce moment, je donne un cours sur le Paris noir. Voilà, la ville de Paris, l'histoire noire, l'histoire coloniale de Paris. D'accord, voilà. Ok. Ouais, avec une autre enseignante. D'accord, mais voilà, hyper classe. T'as vu, ça a imposé un respect. Je vais pas revenir sur tout ce que tu as fait. Il y a des choses qui m'ont quand même intéressé dans ton parcours. En 2006, tu as créé une association qui s'appelle Les Indivisibles. Alors, pourquoi ça m'intéresse? Parce que ça sonne vraiment pas du tout association de gauche. Indivisible, par exemple, tu vois, le bateau est divisible. Oui, mais en même temps, c'est un rappel de la Constitution, un rappel de notre... Voilà, c'était ça. Mais effectivement, l'idée, c'était quand même d'utiliser l'humour pour déconstruire les préjugés racistes. Ouais, et notamment une cérémonie qui s'appelait les Yabon Awards. Ouais. Qu'on a créé en 2009 et en fait qui décernait des trophées aux phrases les plus racistes de l'année. Donc autant te dire que les lauréats n'étaient pas super contents. Burn-out, j'imagine. Voilà, mais on en a quand même un qui est venu récupérer son trophée, c'est Christophe Barbier. Il en avait deux, il en avait reçu deux, ouais. Ah, il est venu carrément? Ouais. Ce qu'il avait dit. Il avait dit, alors il s'était moqué des révoltes en Guadeloupe en 2009.
En faisant l'accent? Je sais plus, il l'avait comparé à Haïti. Enfin, vraiment un truc super problématique. Et après, c'était un truc islamophobe. Donc voilà. Et donc nous, on avait des trophées qui étaient des pots de bananes dorées. Ouais. On remettait à des gens qui ne venaient jamais. Donc c'est ce qui m'a valu une inimitié, notamment avec Caroline Forest, qu'on a remporté plusieurs. C'est on applaudit pour cette persévérance. Pour l'ensemble de son œuvre. Absolument. Mais il y avait une catégorie pour l'ensemble de son œuvre. Ah bah voilà, ouais. Voilà. Ouais. Et pourquoi vous le faites plus? Parce qu'on est un peu dépassé par la situation. En fait, on ferait un par jour aujourd'hui. C'est-à-dire que là, s'il faut sélectionner les phrases les plus racistes de l'année, c'est une cérémonie par jour, quoi. Ouais. T'avais anticipé que ça allait... Je pensais pas. Nous, on se disait qu'on était vers le mieux, qu'on pensait que ça irait mieux. On n'imaginait pas que ce serait même une profession, quoi, d'être raciste. On pourrait faire carrière, se présenter aux élections, envisager de gagner. Enfin, monter une chaîne de télévision, une chaîne info 100% raciste. Enfin, c'est incroyable. Ça se trouve, c'est toi qui leur a donné l'idée. Peut-être. Peut-être qu'ils veulent des prix, en fait. C'est peut-être juste ça qu'il faut pour les arrêter. T'es éditorialiste aussi sur BFM, on peut dire éditorialiste? BFM. Ouais, je suis sur BFM et sur France Info TV aussi. Alors ça, c'est un peu un sport de combat. Ouais. C'est un peu du MMA. Comment tu te prépares à ça? Effectivement, je fais des arts martiaux dans la vie. Faut dire, t'es quand même souvent seul. Ça m'est arrivé, on a eu un malencontreux épisode. Enfin, c'est comme ça que j'ai été d'ailleurs recrutée dans cette tranche. Avec à Manuel. En tout cas, moi, je lui ai fait remarquer. En fait, on a vu la photo de famille du nouveau Front Populaire, et donc j'ai fait remarquer qu'effectivement la photo était pas tout à fait correspondait pas visuellement à ce que pouvait être l'électorat de gauche. Et de diversité. Exactement. Et donc moi j'ai dit, je trouvais ça hyper drôle. J'ai dit quand j'ai vu la photo, ça m'a un peu ébloui. Ouais, une vanne. Punchline, on est d'accord. Et ben ça n'a pas plu à tout le monde. Et donc Manuel, toi t'avais répondu? T'avais dit... bonjour d'abord. Ouais. J'essaie d'être poli. Non, après je parle sous le contrôle de Rokhaya, mais j'allais plutôt dans la même direction qu'elle, y compris c'est aussi des remarques que j'avais faites au moment de cette photo. Et on s'est retrouvés un petit peu tous les deux en face de nous, des gens qui avaient l'air totalement indignés par ce qu'avait dit Rokhaya. Il y avait Charles Consigny en fait. J'ai cru qu'il allait pleurer. Oui, c'est ça. Non mais vraiment, il était outré. Oui, ça, comment ça ébloui? Mais c'est du Vous avez racisme fait pleurer anti-blanc. Charles Consigny? Ouais. C'est vraiment pas sympa du tout. T'es hyper sensible. On sait pas si vous applaudissez Charles Consigny d'un coup. C'est vraiment des gens tellement de gauche qui ont de l'empathie pour tout le monde. Trop. Là, c'est trop peut-être. Trop d'empathie, les amis. On va passer à Usul. Alors, Usul, c'est pareil. Bonjour. Bonjour. Je vais quand même rappeler ton parcours parce que tu étais youtubeur, on va dire. T'es toujours youtubeur? Tu te considères toujours comme youtubeur? Je travaille sur YouTube, ouais. C'est ça. On peut dire youtubeur. Ouais. Tu étais là au début. Et tu faisais du YouTube. Comment on pouvait dire conscient Non, à la base, je faisais conscient, mais du YouTube conscient. Je faisais du jeu vidéo à la base, c'est pas très À la base, conscient de... Voilà, c'était les débuts de YouTube, donc oui, à la base c'était du jeu vidéo, puis après il y a eu des blagues en plus, puis après il y a eu des blagues plus politiques, et puis après on a enlevé les blagues et puis le politique. Non, et puis on a gardé le Il y a politique. quand même le politique toujours. Il n'y a plus trop de jeux vidéo, ouais. Mais à l'époque, le YouTube game, comme on dit aujourd'hui, je parais hyper vieux quand je dis ça, parce que je le suis. On le disait, nous. Hein. Ah ouais, vous le disiez, mais n'était pas autant infiltré par les fachos. Aujourd'hui, c'est difficile de... Ouais, oui et non. Comment t'as vécu le truc? Est-ce que tu les as vus arriver? Est-ce que tu t'es dit, ils sont vraiment très bien organisés, ils ont compris les codes, etc. Ouais, vraiment. Il y a eu un moment où, de toute façon, tout le monde le sait. À un moment, il y a eu Soral qui est arrivé, qui a drainé quand même beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs à ce moment-là. C'est là où j'ai décidé de switcher, de parler, moi, de politique en me disant, c'est pas possible que les gens regardent ça. C'est en réaction, tu veux dire? Ouais, vraiment. C'est vraiment dans les années qui ont suivi. Parce que je voyais même des potes à moi plutôt de gauche qui regardaient Soral en disant, oh, c'est marrant. Je me dis, attendez, les gars, quoi. Il y a peut-être mieux sur Internet. Bah non, en fait, il y avait pas grand-chose. Si tu voulais chercher des trucs un peu, en fait, ils y allaient parce qu'ils voulaient chercher une espèce de contre-culture sur YouTube et ils tombaient sur Stockard raciste, antisémite, Action française, tout ce que tu veux. Donc non, fallait faire une espèce d'offre alternative, si tu veux. Et puis après, Soral a commencé à être un peu plus ringard. Il a été remplacé par des Raptors et puis maintenant tout un tas d'énergumènes qui parlent de viande, d'autres qui parlent de voilà. Bon, en effet, c'est la faune est intéressante. Elle s'est diversifiée avec le temps. Quoi. Ouais. Mais heureusement, la gauche est là quand même un petit peu. Quand même un petit peu. Ouais. Si. En plus, tu le dis avec une petite voix comme ça. On essaye. Ah oui, il faut. On est plus fort sur Twitch que sur YouTube. Ouais. Okay. Merci Jeff Bezos, du coup. Bah ouais. Amazon, mais ça va pas durer parce que pendant un temps, c'était grâce aux règles de modération
Et les règles de modération en ce moment, c'est Jeff Bezos et les autres ont dit que ils vont sans doute s'aligner sur Musk, c'est-à-dire tout faire sauter. Et pendant un temps, en fait, si t'étais un gros raciste qui avait une chaîne Twitch, t'étais responsable de ton chat. Donc si dans ton chat ça commence à balancer des saloperies, c'est toi qui es responsable et tu peux te faire fermer ta chaîne. Ouais, alors là, faut expliquer peut-être parce que je dis pas qu'il y a des vieilles personnes dans l'assemblée, mais c'est-à-dire que sur Twitch, les gens réagissent en direct, donc ils donnent des commentaires en direct. Oui. Et du coup, voilà, c'est pas filtré, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà, je fais un peu de pédagogie aussi. Tu dis, il faut occuper le terrain, évidemment. Donc, tu t'es lancé, on va dire, dans le stand-up, ou alors c'était un essai, ou comment ça se passe? Ah, pour le stand-up? Ouais. Ah non, mais je sais pas, c'est ma crise de la quarantaine. Bon, alors attends, Ouais. on va d'abord regarder un petit extrait. Ah ouais? Eh oui, on a un extrait, autant le passer. Voyons voir ce que ça donne. Usul sur scène, une première, un scoop. J'ai pas diffusé. Les mecs Excusez, Mediapart. hétéros là, alliés féministes, je crois que notre place, c'est comme le PS dans le NFP. C'est bien qu'on soit là et pas en face, d'accord? Hein? Mais globalement, ta gueule. C'est pas nous qu'il faut envoyer négocier et manifestement, je comprends que les autres se disent on a quand même un peu envie de les trahir à un moment. Ça s'explique. Alors, ben oui. Alors, ah bien. J'avais écrit on n'est pas à l'abri qu'ils aient pas envie de nous baiser quand même. Ouais, J'ai dit trahir, je sais pas, j'ai pas sorti comme sur. Enfin bon bref. Bah, c'est sur Oui. le moment après le stand-up, c'est ça aussi. Hein. Ouais, hein, On a le droit d'applaudir à ce moment-là. Ouais. Ah oui, 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 oui. On a fait un zoom sur Manuel qui applaudit la trahison du PS ou pas? Ouais, c'est un piège cette émission en fait, c'est pour voir vos réactions. Et comment tu t'es senti alors sur scène, le premier pas sur scène? Ah moi j'aime bien, c'est terrifiant mais en même temps c'est l'idée de faire aussi un petit peu autre chose sur YouTube. C'est vrai que tu fais tes trucs, t'écris tes trucs dans ton coin, tu parles dans ton coin. Bon là ce soir il y a du monde, c'est assez exceptionnel pour une émission YouTube, normalement c'est pas comme ça. Et puis après c'est vrai que t'as des kilomètres de commentaires de gens qui disent va niquer ta mère ou au contraire c'est génial. Et tu lis ça tout seul chez toi. C'est pas les mêmes émotions. Ouais, non, mais Voilà. c'est autre chose. Que d'avoir vraiment une salle et si tu bides et si ça rigole et là t'as chaud à l'intérieur de toi quoi. T'as de la réaction en direct. Il y a un peu de méritocratie, c'est un peu de droite. Tu verras. Un peu de méritocratie. Parce que tu vois, il y a du mérite quoi. Il n'y a pas de fils d'eux ou de fille d'eux dans l'humour. C'est vraiment, tu vois, t'es seul face à la réalité. Donc t'as un côté comme ça un petit peu. Ouais, ça j'aime bien ça. On dissertera là-dessus une autre fois. Je note quand même que t'as bossé pour Mediapart. Faut le dire. Et tu en es parti. Pourquoi? C'était pas bien payé? Parce qu'on a fait Pour un ami, c'est pour un ami. on a fait 6 ans la même émission. Ouvrez les guillemets. c'est ça? Ouvrez les guillemets quoi, pendant 6 ans, puis au bout d'un moment t'as fait un peu le tour de l'exercice si tu fais pas autre chose ou je sais pas quoi. Donc et on avait démarré avec Blas, donc on est parti un peu chacun de notre côté. Il y avait l'idée de péter un peu le duo pour qu'on aille faire d'autres trucs, se renouveler. T'étais avec. J'étais avec Os Politique, Ouais. qui lui continue à bosser un peu pour Mediapart et un peu aussi pour Blast. Et moi je suis resté plus sur Blast parce qu'on m'a demandé de faire une autre émission, Rhinocéros, voilà, qui Ok, arrivait après. ouais, très bonne émission d'ailleurs. On peut. Et voilà, et donc ça demandait beaucoup d'énergie, je pouvais pas être partout non plus. Ok, non mais m'engueule pas, c'est pas grave, c'était juste un renseignement. On va passer à Manuel. Manuel, t'as déjà été sur Mediapart. Est-ce qu'il y a déjà eu un titre genre Mediapart, enquête sur Manuel Bompard, les abus de biens sociaux? Non. Est-ce que tu es à jour dans tes impôts, Manuel? Oui. J'ai ma déclaration de patrimoine et ma déclaration de conflit d'intérêts qui est en ligne sur le site de la HATVP. Ah ouais, ok. Donc, non, Ah pardon, mais je... Ouais. Non, il se la raconte un petit peu, mais après, bon, voilà. Ah là, c'est obligatoire. On peut donc. quand même dire que la République, c'est toi. Voilà. Il fallait que je la fasse. Ça fait partie des figures un petit peu imposées. Donc, tu es député, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu es député France Insoumise. Comment est l'ambiance en ce moment à l'Assemblée nationale? L'ambiance à l'Assemblée nationale, moi je la trouve un peu frustrante parce que un peu dans un monde parallèle. C'est-à-dire qu'à la fois il y a le pays. Et puis donc dans le pays on te parle des inquiétudes liées au pouvoir d'achat, des gens qui ont peur puisqu'on leur dit tous les jours à la télévision qu'il y a le risque de la guerre, de la transition écologique Et de qui inquiète les l'islam. gens. Bon, ça c'est quand on va sur CNews. Et Il y avait beaucoup trop, pardon. Et ensuite, tu arrives à l'Assemblée nationale et tu as l'impression qu'on te fait travailler sur des textes de loi dont je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais qui me semblent globalement à peu près à 10 000 lieues des préoccupations populaires. Donc il y a ce Un peu côté l'impression de servir à rien là en ce moment.
Non, pas de servir à rien, parce que je pense que. Mais je dirais que c'est pas le rôle parlementaire aujourd'hui qui a le plus d'impact sur la politique du pays, franchement. Par contre, après, tu as un rôle de porte-parole là, et je pense qu'on a besoin aussi, je crois, dans le contexte actuel, d'avoir des paroles un peu différentes qui s'expriment. Je pense qu'on en a besoin. Porte-parole, là, tu étais coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise. Coordinateur de la France Insoumise. Ouais, équipe opérationnelle, ça claque. Avant ça, mais c'était avant. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as baissé Rien, non, on a changé un peu le titre parce que c'était un peu long. T'as fait une blague sur Jean-Luc, hop, Non, terminé, t'es bête. Voilà. C'est juste que c'était un peu long et donc comme c'était un peu long, on a raccourci. Et ça consiste en quoi exactement? Bah, coordonner la France. Ouais, non, bah d'accord. C'est réfléchis un peu. C'est bien foutu. En gros, c'est un rôle d'animation du mouvement, des différents secteurs du mouvement insoumis. C'est quoi? C'est un peu genre les éléments de langage ou c'est c'est à la fois évidemment la représentation médiatique et un rôle de porte-parole là, mais c'est aussi très concrètement, peut-être que ça se voit moins, tout le travail de comment une stratégie politique elle se décline dans des initiatives concrètes. On va faire ça se voit moins ça, la stratégie Manuel en ce moment. Non, attends, on va faire par exemple, je sais pas si les gens le savent, j'espère, il y a une manifestation qui va avoir lieu samedi. Bon, il faut travailler sur la préparation de cette manifestation. Il va y avoir après une campagne sur la 6ème République. On travaille aussi sur la préparation de cette campagne. Et voilà, donc c'est aussi mettre en mouvement et fournir aux militantes et aux militants de la France Insoumise des campagnes, du matériel, et tout ça. Ça bosse. Ouais, ça bosse. Mais est-ce que ça se marre un peu? Ouais, mais non, on rigole bien. Mais on a un peu l'image austère de la France Insoumise, ça rigole pas, parce qu'il y a la figure tutélaire de Jean-Luc qui occupe toute la pièce. Non, est-ce qu'on se marre avec Jean-Luc Mélenchon? Oui, avec lui, oui, et avec les parlementaires insoumis de manière générale, on se marre. Si vous avez envie de regarder, parfois, il y a un compte sur X, Twitter, pardon, qui s'appelle Out of Context. On va en parler. On va en parler, alors je spoil pas. Tu me fais. Et vous verrez que les députés insoumis sont plutôt drôles. Ouais. On va voir ça, parce qu'on va parler de rigolade, bien sûr, ce soir pendant l'émission, parce que je rappelle que Manuel Bompard, c'est aussi ça. Drôle de mec, ton portrait, oui. Ça date, hein. Ça date un peu, mais bon. Et plus de cheveux. Ouais, j'ai pas fait la blague, t'as remarqué, parce que quelque part il y a de l'élégance. Vivre avec. Caché en moi. Et donc effectivement, je t'ai demandé qu'est-ce qui te faisait marrer dans la vie. Tu m'as répondu. Alors t'étais très bon élève parce que tu m'as répondu plein de choses. Guillaume Meurice d'abord. Ouais, parce que t'as été un peu faillot. Ouais. Ça c'est parce que t'as l'habitude de bosser avec Jean-Luc, donc t'as l'habitude d'être faillot. C'était pour toi. J'ai plein de blagues sur Jean-Luc Mélenchon pour avoir des commentaires YouTube. Ouais, je vois, ça va revenir souvent. Ça énerve énormément les gens, donc ça fait remonter la vidéo. C'est vraiment juste. Ah non, mais c'est que parce que généralement les médias de droite ils mettent le nom dans le papier pour essayer d'avoir de l'audience. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc c'est la même méthode. Ah c'est la même. Attention. Hein. Ouais, je commence à mal tourner. Je me recyclerai à BFM après avec Rocker. Non, alors j'ai gardé donc quelques-unes de tes propositions et effectivement. Ce fameux compte dont on va voir quelques extraits, donc c'est un compte sur Instagram aussi, là on a mis des extraits, c'est sur X, et donc c'est des comptes rendus de l'hémicycle. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Donc il faut peut-être expliquer aux gens, parce que tout est consigné donc dans le journal officiel, tout ce qui est dit, y compris ce qui est dit dans les gradins, quand quelqu'un dit ferme ta gueule, il y a un huissier qui note ferme ta gueule. Alors, un greffier peut-être d'ailleurs. Alors en fait, quand on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, quand on a la présidente, sur le côté droit, il y a 2 ou 3 personnes qui en direct notent tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, c'est les interventions au micro, mais c'est aussi les interventions, ce qu'on appelle les interjections, les interventions qui viennent à travers l'hémicycle. Et d'ailleurs, parfois, il y a un petit concours parce que quand tu arrives à te faire inscrire au procès-verbal, c'est noté comme une intervention, donc ça compte dans les statistiques d'intervention des députés. Donc ils essayent de passer dans le compte rendu. Ouais. J'ai appris que j'y étais moi, parce que quelqu'un a dit un jour on dirait du Guillaume Meurice, et du coup je suis marqué dans le journal officiel. Alors on va sélectionner, c'est Hugo Bernalicis, donc est-ce qu'on peut revenir à celle d'avant, pardon. On coupera au montage, car bien évidemment c'est les médias, et donc il y a du mensonge. On coupera au montage, car bien évidemment c'est les médias, et donc il y a du mensonge. On va regarder celle-là. Alors c'est Hugo Bernalicis qui répond au président de... Alors c'est pas marqué le nom du président, mais monsieur le président. La parole est à monsieur Laurent Wauquiez. Ah le wokisme.
Pas mal. Petite punchline Moi, je la trouve de bien. Bernalicis qui est assez rigolo, par ailleurs. Et puis on en a une autre, j'en avais sélectionné une autre dans le même style. Donc c'est Marine Le Pen qui se casse. Nous allons parler de vous, Madame Le Pen. Vous pouvez rester. Elle dit non merci, ça ira. Et Adrien Couvet lui répond c'est Halloween. Elle va toquer aux portes. Elle est bien. Moi, je l'ai. C'est drôle. Il est drôle, Adrien. Elle est drôle. Ah, comme Avec quoi. nos impôts, avec nos impôts. Ils font ça. Et Hugo, il fait des imitations aussi. Oui, Mais il fait toujours la même, par contre. il fait souvent Sarkozy. Que Sarkozy. Attention parce que Ne toi dites pas aussi. du mal de mes camarades. Il sait en faire d'autres que Sarkozy. Moi, j'ai souvent entendu Sarkozy. Ouais, hein. Et- On l'a- Mais vous l'inviterez. On l'avait Imitateur qui aucune imitation. Toi aussi, tu fais des imitations, monsieur. Oui, mais j'essaie d'en avoir plusieurs. Oui, c'est ça. Il y a un vrai travail. C'est un peu le principe. Et est-ce qu'on se marre à l'Assemblée un peu quand même, malgré tout? Après, le contexte global, là, je voulais passer ça parce que Oui, oui, non, mais pour c'est montrer le but qu'il y a aussi, aussi des moments qui sont des moments plus rigolos. Mais après, le contexte global, enfin, je pense que j'ai pas besoin de le décrire ici. C'est quand même, t'as en face de toi 130 députés du Rassemblement national. T'as au milieu des députés LR et des députés macronistes qui de plus en plus votent comme les députés du Rassemblement national. Et tu te prends sur un certain nombre de sujets quand même un mur en face. Mais ça, le climat ambiant, ouais. Ouais, mais Mais est-ce que tu arrives à trouver des petits se moments sent physiquement, honnêtement, dans l'hémicycle. Après, oui, bien sûr qu'on essaye de trouver des moments pour Est-ce rigoler. que tu as des parce qu'il faut adversaires faire avec. politiques qui te font marrer? Mais vraiment au premier degré, quoi. Ouais, mais plus que je trouve un peu ridicule. Et Ah oui, mais du coup, je non, c'est pas rigole vraiment ma de question. ridicule, quoi. Non, mais je rigole de leur ridicule. Oui. Non, mais non, je parlais justement. Tanguy du RN, il se ridiculise pas mal. Je pensais à lui, je me suis dit Voilà. ce qu'il va dire. J'entends silence pour la France. Ah, voilà une imitation. Ah, voilà. Pour la France. Il se ridiculise pas mal. je trouve. Je pensais à lui, je me suis dit Voilà. ce qu'il va dire. J'entends silence pour la France. Ah, voilà une imitation. Ah, voilà. Silence. Qui me font marrer, mais à leur dépend, quoi. Ouais, à leur dépend. Ouais. Non, après, qui me font marrer, non, sinon pas trop. Ouais, ok, bon. Avec les autres, c'est pas trop la grande ambiance. Hein. Ouais, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que ça se tape pas dans le dos non plus. Est-ce que quand t'étais gamin, t'avais une vocation politique un peu? T'étais délégué de Non, classe ou pas du tout? Pas du tout, en fait. Moi, j'ai fait des études scientifiques. J'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai un doctorat en mathématiques appliquées à l'aéronautique. Voilà, si vous voulez tout savoir. T'as deux fans, a priori, de mécanique appliquée à l'aéronautique. Et je pense qu'il est pour Mathématiques toi. appliquées à l'aéronautique. Pardon. Ouais. Et après j'avais un engagement en parallèle et voilà, et petit à petit mon engagement fait qu'au début j'étais militant et puis petit à petit j'ai pris des responsabilités, voilà. Impeccable. Rokhaya, toi, t'avais une âme un peu comme ça, de Pas du tout. porte-parole. Ah non, pas du J'étais tout. très discrète, je parlais très peu, hyper timide, j'intervenais jamais en classe. Vraiment, j'étais pas du Et à quel moment ça t'est venu de te dire, bah finalement, j'ai envie de dire des trucs? Au moment où j'ai vraiment voulu prendre la parole par rapport à des choses que je voyais dans les médias. Donc c'est vraiment, je suis pas de toute façon dans la vie, je suis quelqu'un d'assez réservé. Je suis pas quelqu'un qui prend la parole ou qui prend beaucoup d'espace. Donc c'est vraiment venu avec l'envie de dire des choses, quoi. D'accord, c'est plutôt les injustices qui te guident et qui te poussent. Et qui me donnent envie de parler, ouais. Ok. Et alors, je t'ai demandé, comme à Manuel, qu'est-ce qui te faisait marrer dans la vie? Ouais. Et tu m'as d'abord dit ceci. La mariée en bleu. Une robe vraiment. Ah oui. Ça me tue de rire. Là, je vois. Non mais en fait dès que je j'ai pas trop le moral et tout, je mets la vidéo, je meurs de rire. En fait le contexte c'est donc moi j'adore cette Et émission. c'est quoi? Moi, je connaissais pas. Donc, C'est 4 mariages pour une lune de miel, tu connais pas? Mais non. Mais enfin Guillaume. Je sais. Désolé, Ah ouais non ça va je me pas. suis rendu compte que c'était C'est vraiment. une émission incroyable. En Ouais. fait, on a des personnes, en fait, donc des couples de mariés qui rivalisent et en fait qui s'évaluent, donc qui participent au mariage des uns des autres et qui jugent la nourriture, la robe, etc., etc. Et en fait, dans cet épisode. Une mariée était venue avec une espèce de grosse robe bleue incroyable. Et donc là, c'était des duos mère-fille et la mère devait commenter. Et donc, elle a essayé d'être sympa et elle a explosé de rire. Et c'est pour ça qu'elle dit une robe vraiment qui est devenue complètement culte. Et c'est hilarant. C'est vraiment la robe. Enfin, on voit pas la robe, du coup, c'est moins drôle. Ouais. Mais c'est ce duo de la mère qui essaye de juger sans trop juger et qui meurt de rire parce que la robe est atroce. Et la réaction de la mariée qui est outrée. Et vous avez pas vu sa mère, mais sa mère, on dirait qu'elle fait un AVC en fait. Elle en peut plus, elle est genre, mais comment ça, ma robe est moche? Et donc, moi j'adore ce genre d'émission. Et c'est devenu un mème. Ah mais oui, c'était 2024. Une robe vraiment, c'est une robe vraiment en fait, c'est comme ça qu'on le dit. C'est devenu vraiment le commentaire, le mime culte de 2024. Ouais, j'adore. Je découvre. Non, mais je découvre. Non, faut que tu regardes cette émission, c'est incroyable. Ça et Marie au premier regard. Moi j'adore.
parler de ça un jour dans cette émission. Mais c'est canon, mais tu vis. Non, mais Guillaume. non, mais il faut que tu vives. un pan de la culture. Ah oui, c'est hyper important. Marié au premier regard, j'imagine, Ouais. ça porte bien son nom. C'est Exactement. des gens qui se marient au En premier fait, ce sont regard. des gens qui sont matchés sur la base de leur affinité. Et en fait, on décide un pourcentage d'affinité sur la base, vraiment sur le papier par rapport à un questionnaire auquel ils ont répondu. Ok. Et M6 vient les voir en leur disant on a trouvé votre match. Et en fait, ils se découvrent sur l'hôtel et ils disent oui ou non, est-ce qu'on va se marier. Et généralement, ils disent oui. Et donc après, on suit leur premier mois. Ils se marient dans un pays où c'est autorisé pour de se de vrai marier sans se connaître. Oui. Donc oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça en France. Et après, lune de miel, etc. Ils se suivent, ils s'embrouillent, ça marche pas. Enfin, c'est génial. Incroyable. ok. C'est incroyable, Vous ouais. connaissiez ou il y a que moi qui. Oui, quand même. Ouais, il y a vraiment que moi, d'accord. Vous aussi? Tout le monde connaissait? Ah, non, j'ai quand même quelques, d'accord. Ouais. Des fois, ça matche bien et ils ont des enfants, nous dit-on dans le plus. Ah ouais, toi, t'as regardé vraiment toutes les saisons, même les après-saisons et tout. Non, mais c'est très bien. Bah écoute, Et des fois, il y a les ex aussi qui surgissent, comme en ce moment la liste de Ken là, qui est en train de... Attends, il y a quoi? Les ex des personnes qui se marient, qui viennent dans la vraie vie dire en fait moi je le connais, c'est un sale mec. Ok. Voilà, fallait pas se marier avec lui, etc. C'est un peu de la sociologie, finalement. Exactement, Je mais c'est pense pour ça que que je Pierre regarde ça. Bourdieu, il aurait Tu as adoré. dit je suis chercheuse dans une université, donc c'est important chez mon boulot. Bien sûr. Voilà. Elle est forte. Bravo et merci pour cette découverte. Alors là, Rokhaya, merci beaucoup pour ce moment. Demain soir, c'est Koh-Lanta. Voilà. Très intéressant Koh-Lanta, ça, je sociologiquement l'avais. aussi. Ça, j'ai la Ah, rêve. tu regardes? T'as vu Non. l'ingénieur là dans cette saison-là? Il y a un ingénieur de 22 ans. C'est vrai. Ouais, qui se la ramène trop, qui est trop con. Enfin, c'est génial, quoi. Peut-être à voter Zemmour. Non, vraiment. Mais tu peux faire de la politique aussi. Tu peux Mais moi, j'ai regarder. un petit peu de gêne à regarder ces trucs-là. Parce Même que que ça coupe, on voit rien que ça coupe, elle dit pour qui il a voté. Ouais. y a Tu pas un vois qui c'est? Oui, je vois très bien. il n'y a pas un côté dîner de con un peu cringe, quoi. Hein. Oh non, ils se battent entre eux de toute façon. Voilà, ouais. D'accord. Koh-Lanta, je connais parce que vous êtes un peu comme à l'épreuve des poteaux, là. Qu'on vous a mis comme ça, il en restera qu'un à la fin. Bah tiens, Usul, tu fais bien de parler parce que je t'ai demandé. Quoi Donc à toi, je t'ai demandé qu'est-ce qui t'avait politisé. Ah oui, bah alors ça va être moins marrant. Ah bah ça, on sait pas, on va voir. S'il y a des gens de droite, ils vont peut-être rigoler, mais alors là, évidemment, c'est moins marrant puisque c'est le meurtre de Brahim Bouaram. Est-ce que tu t'en souviens, par exemple? Je m'en souviens parce que donc moi j'avais 10 ans du coup cette année-là et on devait faire un cahier de vacances ou je sais pas quoi. Je devais écrire des trucs pour les vacances. Ils ramenaient ça à l'école après et moi j'avais parlé de ça. Je sais pas pourquoi ça m'avait choqué et un peu ça m'a un peu choqué durablement en mode pour moi c'est ça le FN, c'est ça l'extrême droite. C'est des mecs qui balancent c'était je crois il était tunisien je sais plus dans la Seine quoi. Et bon voilà ça c'est Le fondateur, ouais, c'est sûr. Ouais. Hein ouais, oui, parce que après, quand t'as ce repère-là, on peut plus t'embrouiller avec des. Mais bon, ça date. Je pense qu'il n'y a pas grand monde peut-être qui se rappelle de ça. Il y a des gens qui se rappellent peut-être du colleur d'affiche à Marseille, Ouais. parce qu'il y en a eu. Voilà, il y en a eu plusieurs quand même des trucs comme ça. Mais surtout, c'est une époque où là, il y a le mot. C'était une époque où c'était clair, où les repères étaient là, clair, quoi. Et puis surtout, même c'est affiché, ils sont skinhead. Ouais. Et c'est une époque où à Paris, il y avait vraiment, on sortait du métro, il y avait des skinheads avec des croix gammées, etc., etc. J'avais 10 ans, j'avais pas. Parce que je rappelle qu'il y a quelques semaines, dans Paris, il y a deux militants qui se sont fait poignarder et les gens qui criaient Paris est nazi. Donc, Ah non, mais ça manque pas de néo-nazis, mais justement, est-ce que ce serait couvert aujourd'hui comme ça? Je sais pas comment ce serait couvert aujourd'hui. Ça n'a pas été là en l'occurrence. Voilà, oui. Bon. Mais alors ma question, c'est est-ce que les nazis c'était mieux avant? Je vais peut-être essayer de préciser parce que là, on se Est-ce qu'on est obligé de rester là pour le reste de l'émission? J'ai assez de problèmes comme ça. Non mais en vrai ça cache une vraie question, c'est que comme tu le disais, là c'était clair et net, c'était affiché. Est-ce que maintenant, comme il y a évidemment cette espèce de quête de respectabilité, c'est pas encore plus dangereux que ça soit pas affiché à ce point-là? Bah je sais pas, j'en sais rien. Nous on essaie de les afficher, c'est notre boulot, c'est de dire regardez c'est des fachos. Mais après eux, ils disent oh, bah alors vous avec vous tout le monde est facho. En même temps en ce moment Mais oui. tout le monde est facho un peu quand même. Mais oui, oui. Et j'en parlais tout à l'heure avec une copine où on se disait même putain même des fois c'est reposant des fois avec des vrais gens qui sont pas politisés et de se rendre compte qu'en fait non ils sont pas si fachos les gens. Et les vrais gens des fois même dans les villages et tout tu parles avec eux ils sont pas tous racistes ils sont pas tous mais ça surprend en fait tu t'y attends pas parce que quand t'allumes la télé où tu vois les scores des uns et des autres pour qui ils ont voté et ce que racontent les gens pour lesquels ils ont voté tu te dis mais ce pays est foutu. C'est fini. Après, il y a des petits mots-clés. Si tu dis qu'est-ce que vous pensez des woke, hop, là peut-être tu peux passer le mot. Ouais, alors c'est ça. C'est-à-dire, faut pas les trigger non plus, quoi. Ouais. faut choisir un peu son vocabulaire. C'est vrai. Des petits conseils si vous voulez passer des bonnes soirées. Paf. Et sinon, Sandrine Rousseau, vous en pensez quoi? Et normalement,
Normalement, c'est le Strat. L'autre soir, j'ai passé une soirée avec. Il y avait un gars que je connaissais pas qui avait fait 3 ans dans l'armée. C'était vendredi. Hein. Et il était. Et j'étais avec un autre copain qui lui est prof de maths. On essayait de persuader ce gars-là qu'il était de gauche, quoi. Mais lui, pour lui, la gauche, c'était justement le wokisme et tout. Il fait, je suis pas wokiste. Et je lui lançais sur d'autres sujets. Il avait des avis de gauche. Mais c'est compliqué de faire croire, de faire croire aux gens qui sont de gauche. De faire admettre aux gens qui sont de gauche, alors même qu'ils ont parfois des prémices dans leur réflexion qui sont des prémices de gauche. C'est intéressant ça, comment on peut faire, Manuel là, c'est toi qui... C'est ça, c'est le travail le plus important quand même. Je Ouais, pense, ouais. les discussions interpersonnelles et après, je pense qu'on souffre d'un monde médiatique qui est quand même totalement fou. Enfin, pardon, déséquilibré, qu'il n'y a plus de médias dans lequel on peut vraiment avoir du débat politique de manière, je sais pas uniquement caricaturale ou à charge. Est-ce que c'est pas la gauche qui manque de, je sais pas, de désir? Non, mais après, je dis pas qu'on fait tout parfait, mais franchement, je pense que l'espace médiatique, on a besoin d'avoir des espaces dans lesquels aussi on peut, enfin, je veux dire, ça joue un rôle quand même, qui a un rôle de diffusion d'informations, ça positionne les débats qui deviennent les débats sur lesquels s'organise la discussion. Je trouve quand même que c'est un gros problème. Et d'ailleurs, pardon, c'est peut-être pas drôle là en l'occurrence, c'est pas grave. mais je lisais il y a pas longtemps un livre que je vous conseille si vous l'avez pas lu, de Chapoutot, Yoann Chapoutot, sur les années 30, et il y avait un truc moi qui m'avait complètement échappé. Les irresponsables. Ouais, les irresponsables, et c'était le fait qu'à l'époque il y avait déjà un grand riche nazi qui avait construit un réseau médiatique financé. Je crois que c'est Von Papen. Non, alors Von Papen, c'était le chancelier avant. Ah, c'est Chancelier, Hitler. pardon. Bon, Et un dirigeant, voilà, qui avait exactement la même méthode que celui d'aujourd'hui, dont je ne veux pas dire le nom parce que tu es un avocat, mais pas moi encore. Vincent Bolloré. J'ai dit le nom. Et je trouve que le parallèle, il est saisissant et édifiant. Mais alors sur les espaces médiatiques, là, je vous ai posé la question en loge juste avant de venir. Vous êtes toujours sur X. Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il faut se barrer? Est-ce qu'il faut quand même rester sur ces espaces? Qu'est-ce que t'en penses, Rokhaya, toi? Moi, je suis toujours sur X. Je reconnais que je suis beaucoup moins active qu'avant, mais je suis encore là. Après, c'est vrai que pour une personne dont la parole, en tout cas dont la vie n'est pas très bien représentée dans l'espace public, c'est vrai que c'est important d'être là où on peut être pour essayer de donner un peu d'écho. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, ne pas être sur X, mais dans ce cas-là, pourquoi être sur Meta? Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on peut se poser la question. Voilà. Et puis après, si on parle d'espace médiatique, moi, j'écris pour la presse étrangère, en fait. Essentiellement, c'est aussi intéressant de voir comment la presse étrangère parle de la France et comment on peut dire des choses dans ces médias-là qu'on ne peut pas forcément dire en France. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à parler des sujets dont je parle quand j'écris, notamment pour Le Guardian, que ce que je pourrais faire en fait dans un média français où j'aurais besoin de prendre davantage de précautions. Donc ça c'est aussi intéressant vraiment de se poser la question de l'international et de comment on est regardé depuis l'extérieur. Oui, donc il faut trouver chacun. Après, chacun trouve sa limite aussi là où il est allé pour s'exprimer. Puis le Blue Sky aussi, c'est international. Et il y a le Guardian sur Blue Sky aussi. Oui, d'ailleurs, non, mais le Guardian est parti de X bien avant. Donc oui, bien sûr. Oui, on est dans une période où voilà, chacun se positionne. Je vous ai demandé vos choix, qu'est-ce qui vous fait marrer, etc. Mais moi, j'ai envie de vous présenter ce qui m'a fait marrer ces dernières semaines. Alors, on va parler un petit peu d'astronomie. Je suis désolé, voilà, c'est un autre sujet. Bon, toi, t'es un peu scientifique, matheux. Parce que il y a eu un grand astronome qui s'est révélé ces dernières semaines. Et oui, vous le connaissez bien sûr. Il est là. On va le regarder tout de suite. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Vraiment, j'ai l'impression que Macron a mis un milliard, comme chacun sait ici, la tête de l'État. C'est 1000 millions. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Alors c'est assez facile pour se représenter ce que ça veut dire. Vous prenez un cube d'1 mètre sur 1 mètre, vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. Si je me trompe, vous me le direz. Hein. On va le dire du coup, peut-être. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de commenter? Du coup. Plus fin de la mer. Si je me trompe, vous me le direz. Hein. On va le dire du coup, peut-être. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de commenter?
Non mais moi ce qui me fait peur c'est qu'on a un Premier ministre qui est censé être super occupé qui compte des grains de sable dans... Non mais... J'avais pas vu ça comme ça, mais il y a un autre problème dans la... Il a beaucoup trop de temps libre cet homme. Et il regarde des docus sur le système solaire. Il ne les comprend pas. Il comprend pas. Mais Il a été ministre de l'Éducation nationale aussi. Hein. Ah ouais, ça- Il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé manifestement. Hein. beaucoup. Est-ce que ça explique pas tout finalement Ah ouais, il est un peu lent. Hein. Non, mais il y a quand même. Et alors, revoyez l'extrait chez vous, hein, parce que ça se revoit vraiment au ralenti, même à Oui, ça vaut le coup. caméra multi-angle, n'hésitez pas. Même en vitesse x2, ça passe. Hein. Vitesse x2. Et regardez Aurore Berger et Elisabeth Borne. Voilà. Ah ouais. Quand Aurore Berger et Elisabeth Borne se foutent de votre gueule parce qu'elles vous trouvent débile, c'est pas bon signe dans la vie. Enfin, c'est vrai que c'est un truc. Tu devrais dire j'arrête, je vais arrêter. Bon alors bon, non, on en rigole parce que c'est drôle et que, voilà, il faut Mais bien. des fois, on se demande, c'est vrai que c'est peut-être pas le couteau le plus affûté du système solaire. Ah Pas mal. on a envie de mettre ça sur sa fiche Wikipédia maintenant. Mais est-ce qu'il y a un côté désespérant, Manuel, toi qui les côtoies de près, quoi, en face à face, Moi, dans des débats Moi, je suis pas sûr que. Moi, je pense que Bayrou, il joue un peu l'imbécile, mais je crois pas qu'il soit. Il joue bien, hein, il joue hyper Ouais, bien. mais je crois qu'il joue bien. Ah là, c'est comédie Mais française. je pense qu'il embrouille tout le monde. Tu veux dire c'est une stratégie là Non, là, je dis pas que là, c'est une stratégie. Mais de manière générale. Le complot, Manuel Vampin. Je dis pas que c'est une stratégie, mais je pense que depuis le début, il joue un peu celui qui est pas super sérieux, qui Ah ouais est pas super préparé. Bah, et après, pour rattraper tout le monde et manipuler un petit peu tout le monde. Ouais, je le pense, ouais, sincèrement. Il a déjà tenu plus longtemps que Barnier. Hein. Ouais, voilà, parce qu'à la fin, il a tenu plus longtemps que Barnier. Pardon, mais je vais pas citer, mais il a quand même réussi à en endormir quelques-uns en leur faisant des promesses qui. Le PS. Je traduis. Heureusement qu'on est là pour traduire. Quelques semaines plus tard. Non, mais bon. En fait, il dit que le PS a encore Habile. trahi. Non, il est habile. Il est habile. Franchement, il est habile. Bon, là. J'avoue que j'avais pas vu ça comme ça, le côté ouais, habile. Ouais, mais regarde, à la fin, peut-être que Barnier, il t'apparaissait plus sérieux dans son costume et tout, mais à la fin, Barnier, il a tenu moins longtemps. Hein. Ça m'a bien calmé cette histoire. Voilà. Je m'excuse auprès de François Bayrou. C'est pas moi qui est l'avocat de François Bayrou ici. Non, mais tu défends François Bayrou, je vois bien. C'est dans mes Tu habitudes. vas finir au PS. C'est moi qui l'ai dit. Justement, puisqu'on parlait avec toi, Manuel, je t'ai demandé un deuxième extrait de ce qui te faisait rigoler et tu m'as répondu ceci. J'ai donc été chargé du testament de votre mère. Parce que je vais toucher sans patate. Avec ou sans patate? Sans patate. L'héritage, il est où? L'héritage, il y a plus. Oh, putain. Maître Gonzalez, huissier de justice. Oh, putain. À chacun souple serait gratifié d'une amende de 500 francs. Sac à merde, c'est une insulte. Je vous signaler qu'un huissier est un agent assermenté par l'État. C'est pas incompatible avec un enculé, c'est plutôt un puriste. Non, non, mais ça lui a échappé, là. L'huissier ressemble à Bernard Cazeneuve, vient de dire. Et c'est pareil. Je l'avais mis dans une vidéo en disant, en disant le mec qui a la tête de l'huissier des trois frères. J'avais fait la comparaison. C'est vrai. On les a jamais vus dans la même pièce. Les trois frères, donc Classique. Évidemment le classico, Mais qui a pas si mal vieilli que ça, parce que les comédies françaises de ces années-là, bon, il y a pas que du bon. Ouais, après, il y a 2-3 trucs dedans, je pense, aujourd'hui, et à juste titre, on trouverait que ça n'a pas super bien vieilli. Mais je trouve qu'il y avait déjà dans cet humour-là des aspects, j'étais pas d'accord avec tout, mais des aspects critiques par exemple dans les sketchs des inconnus de manière générale, critique de la société capitaliste, de la consommation. Il y avait, ça va te parler, le sketch sur les chasseurs. Il y avait des trucs. Pas vieilli non plus. J'avais mis d'autres noms, mais je trouve qu'il y avait déjà des aspects où l'humour jouait un rôle aussi de pointer des faits de société. Je trouve que c'est voilà. Et puis c'est vrai que ça n'a pas trop mal vieilli parce que quand tu le regardes après, je trouve pas que les critiques de l'époque soient totalement encore dénuées de sens aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu la question que je pose à chaque fois, mais est-ce que l'humour c'est un bon moyen de politiser ou au contraire ça a tendance à rendre un peu tout dérisoire et finalement on en rigole et on passe à autre chose? Non, moi je pense que c'est d'abord déjà l'humour dans la société de manière générale, je pense que c'est un bon signal du niveau démocratique de notre société, je trouve. Parce que en vérité, l'humour ça vise quand même à décrédibiliser les puissants et globalement, moins la société fonctionne bien et moins il
y a d'humour quand même. Et d'ailleurs, je trouve que, pardon, ce à quoi on assiste depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, ce qui t'est arrivé à toi, ce qui est arrivé à Merwan Ben Lazar par exemple, pour prendre ces exemples-là, c'est quand même le signal d'une société dans laquelle globalement la démocratie, le dialogue, le débat, il va de plus en plus mal quand même. Alors, Merwan, c'est même pas une blague qui est mal passée. Hein. Bah ouais, c'est pareil. juste sa tête, lui. Non mais c'est vrai. Mais c'est encore pire quoi. Ouais, mais c'est pire. Mais c'est bonnet, une ce barbe. signal-là quand même. Donc ça, je pense que c'est super utile. Et ensuite, je pense que l'humour comme outil politique, je pense que c'est très efficace. Toi, tu l'utilises par exemple? Est-ce que des fois tu te dis, il y a une intervention, je sais pas, à faire sur BFM, tu te dis, je vais placer une petite blagounette Alors j'ai jamais vu, j'ai pas trouvé d'exemple, hein, Manuel. Si, il y en a. Ouais, mais ouais, ça peut être utilisé. Ouais. Non, en fait, dans un débat pour. D'abord, je pense que l'humour, ça peut être un outil de campagne parfois. Moi, je me rappelle que dans une campagne, on avait fait un jeu vidéo qui s'appelait Fiscal Combat où tu pouvais bousculer les milliardaires pour leur faire tomber des poches. Il y avait un côté l'humour et un côté ironique. Et puis après, moi, je trouve que sur un débat, l'humour c'est très efficace. Au contraire, y compris quand vous êtes face à dans une forme de confrontation, qu'un journaliste en face qui veut une petite blague pour le désarçonner, tout ça, je trouve que ça fonctionne au contraire très bien. Et parfois, c'est très fort pour faire passer un message. Donc, moi, je crois vraiment que c'est un outil très efficace. Ouais. Rokhaya, tu l'utilises aussi, toi? Ou tu te poses la question en tout cas ou... Des fois, je vanne un petit peu, quoi, et je rigole aussi parce que des fois, il y a quand même des gens qui disent des trucs absurdes et en fait, on peut pas répondre sérieusement. Je repense à un fou rire que j'ai eu il y a un an ou deux. J'étais dans une émission avec Eugénie Bastier, donc je cherche. J'étais avec Eugénie Bastier et en fait, elle m'a dit que donc le racisme systémique n'existait pas et que la seule forme de racisme qui existait et qui était opérante, c'était le racisme anti-blanc. Donc évidemment, j'étais mort de rire. En fait, la meuf, elle arrive avec son brushing, elle m'explique que le racisme anti-blanc, c'est son principal problème dans la vie. J'ai rigolé en fait. J'ai même pas répondu, j'ai même pas articulé en fait une réponse logique quoi. Mais est-ce que tu penses qu'elle est sérieuse? Enfin, elle se le dit au premier degré. Tout à fait sincère. Ah oui, je pense qu'elle se sent persécutée. Non, elle était vraiment très sérieuse quand elle a dit. C'est pour ça que j'ai ri en fait, parce qu'elle est venue vraiment avec son visage très très convaincu du fait que le racisme anti-blanc c'était un sujet primordial dans la France actuelle. On aurait dû la consoler peut-être. Peut-être. On lance l'opération Eugénie Bastier, un câlin. Lui demander qu'est-ce que tu peux faire pour elle, tu vois. Ouais, ça va être un peu à sa place. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien effectivement quand on vanne un peu ou voilà quand on répond un petit peu de manière inattendue quoi. Usul, je te pose pas la question parce que je sais que oui, mais tu lui demandé ce qui t'avait politisé, je t'ai demandé un deuxième exemple et tu m'as répondu ceci. Et on a même retrouvé un article. Incroyable. Privé de travail, samedi, la direction de Decarbon, usine d'amortisseurs de l'Eure, interdisait l'accès du site au personnel. On parle donc d'un plan social qui t'a touché personnellement. Bah oui, c'était mon père, donc c'était l'usine du village qui ferme, quoi. Mais comme il y a eu dans le nord, l'est, nous c'était en Normandie, et puis donc du coup t'as tout un village qui va changer après, et puis tous les ouvriers qui doivent aller trouver du boulot ailleurs, et puis c'est des mois de lutte avec des pneus qui crament devant l'usine et tout, et c'était... Toi t'as quel âge à ce moment-là? Eh bah j'ai, je sais pas, 12, non peut-être 12, 13, ouais, un truc comme ça. Ouais, donc assez tôt, voilà, on sait qu'on est de gauche, tu vois, on se dit, oh là, bon, puis ma mère était secrétaire médico-sociale, donc elle était dans le social, le père à l'usine. Est-ce que ton familial était politique? Ouais, j'étais fait pour être de gauche, mais mes parents n'étaient pas militants par contre. Mais socialement, ça faisait beaucoup des événements qui ont fait que fatalement... tu peux pas regarder la légèreté des bourgeois avec la même sympathie que quand tu as vécu dans le monde, quand tu as vu des trucs plus durs. Tu as plus de mal à pardonner la légèreté des bourgeois, y compris des bourgeois de gauche. Ouais. On va pas reparler du PS. On reparle pas du PS. On va en faire toute l'émission, puis Manuel va perdre des amis. Non, des amis, je fais des petits guillemets. Et je sais plus ce que je voulais te demander. Si, t'as bossé à l'usine toi aussi un peu? Oui, de toute façon, depuis mes parents n'avaient pas de quoi me payer des études à proprement parler, donc il fallait que je paye. Donc à partir de mes 18 ans, j'ai fait que bosser jusqu'à. Donc j'ai tout fait, 2 ans de McDo, télémarketing pendant 2 ans, usine, boîte d'intérim et tout, jusqu'à ce que je vive de mes vidéos sur internet. Et à ce moment-là, je faisais du télémarketing la journée et j'enregistrais mes premières vidéos pour Dailymotion le soir. Voilà, ça a démarré comme ça. Et ça m'a permis de sortir de ce monde-là qui était le monde du travail, quoi. Mais oui, mais que du coup tu connais. Donc... Je connais. J'en viens, bien sûr. Et je le faisais, mais j'avais pas de perspective. Il fallait réussir ailleurs, ou sinon je restais, parce que moi j'ai bac plus 0. Ouais, c'est voilà. Donc vénère quoi derrière. Ça fait une moyenne avec Manuel. Ouais.
plus brillant que moi. Et quand est-ce que tu as commencé à structurer ça? Parce que là, tu parlais de ton expérience, de ton... Ah bah c'est la politique qui permet de structurer ça. Oui, mais quand est-ce que tu as eu accès, je sais pas, à des lectures ou à des... Bah oui, grâce aux camarades de la Ligue communiste révolutionnaire. Ah oui, c'est vrai, ouais. Quand j'avais 14-15 ans. Lui, les hommes du capital. Voilà. On commence... Jean-Pierre Foucault, tu sais, sacrée soirée. Et c'était Olivier Besancenot, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans moi quand je rencontre Olivier Besancenot parce que je fais sa campagne et qu'on colle les affiches et tout. Et oui, ils te font lire du Marx et je suis là, c'est pour ça, les ouvriers là. Ouais, d'accord, je me doutais bien qu'il y avait une couille. D'où ça vient, voyons voir. Ouais, c'était donc ça, ouais. Ok. Et oui, non, on n'a pas précisé une chose, c'est que le licenciement a lieu sous Jospin. Oui, sous Jospin. Et on reparle du PS, Et malheureusement. on reparle du PS. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a la LCR en fait. C'est parce que c'est dans le département. C'était, on va pas dire ça, François Loncle, le député du département à ce moment-là. Oui, maintenant, on a Philippe Brun maintenant. Bon, bref. Et il n'était pas du côté des ouvriers vu qu'il était du gouvernement. Et le PC, pareil. Le PC, il était au gouvernement. Donc tu vas pas dans des manifs qui viennent avec des ouvriers au moment où tu as Jospin qui vient dire il ne faut pas attendre tout de l'État devant Claude Sérillon. Enfin, tu vois, tout est lié. Tout est lié. Donc ça fait remonter des souvenirs. Claude Sérillon, c'est oui. Vraiment. Donc ils sont là. Non. Les seuls qui allaient vers les ouvriers, c'était ceux de la Ligue. C'était les trotskistes du coin. Voilà. D'accord. Et tu te souviens, toi, Manuel, t'étais déjà politisé à cette époque-là? Moi, je me souviens pas de ce non. social-là. Moi, en fait, ma première... Moi, je suis né en 1986. Je pense que parmi mes premiers messages politiques, je me rappelle de l'image du 20h avec Le Pen au deuxième tour. Et ça, je l'ai en tête. C'est plus tardif alors. Ouais, non, moi c'était assez tardif. Hein. Ça m'intéressait, mais les sujets m'intéressaient, mais la politique elle-même m'intéressait pas. Donc je me rappelle de ça. Je me rappelle après des premières manifs. J'étais au lycée à l'époque, lycéenne sur le sujet. Et puis après 2004, le CPE. Ah oui, le CPE. 2005. Dominique de Villepin. Exactement. Ah oui, on a l'impression qu'il est de gauche aujourd'hui. Ouais, rappelons quand même c'est ça. Que c'est le CPE. Exactement. Et nous, on n'a pas oublié, nous. Voilà. 2005, traité constitutionnel européen. Ah oui. Voilà, il y a une grosse campagne, je pense qu'il y a un certain nombre de gens peut-être qui nous écoutent s'en rappellent. Et c'était un peu les ça premiers t'a structuré un peu. Ouais, et puis c'est le moment où je suis passé un peu de l'intérêt individuel à l'engagement collectif, on va dire. Et toi, Rokhaya, est-ce que tu as des souvenirs de cette époque-là? Oui, non, pas forcément de cette époque-là, mais de comment tu as structuré ta... Alors moi, c'est par le l'éducation féminisme. politique. Tu l'as pas dit, mais je viens de publier un livre sur le féminisme. J'allais y venir. Ah d'accord, ok. Je suis Merci. Pardon, j'ai précédé ta... Non, c'est pas grave, mais non, mais parle-en maintenant. Non, en fait, moi, c'est vraiment venu par le féminisme. Et effectivement, dans le mouvement féministe français, où j'étais engagée, il a commencé à y avoir des débats autour de la question du foulard. Et en fait, moi, j'ai découvert l'antiracisme par le racisme en fait, que j'ai entendu, l'islamophobie que j'ai entendu dans les cercles féministes que je fréquentais. Ah oui, et donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a... J'avais vraiment une sensibilité féministe, j'étais aussi à Attaque. Moi, c'est vraiment par mes lectures, j'ai lu Naomi Klein, j'ai lu Aminata Traoré, voilà, dans les années 90. Et après, je me suis engagée dans le féminisme. Et quand j'ai compris que les féministes ne considéraient pas toutes les femmes comme des femmes, j'ai commencé à m'intéresser à l'antiracisme, à l'histoire coloniale. Et moi, ce qui m'a vraiment conscientisée, en tout cas sur ces questions-là, c'est la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école en 2004 et la mort de Ziad Benna Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois en 2005 et en fait le traitement médiatique qui m'a donné envie de créer les Indivisibles à l'époque. Tout ça pour après aller martyriser Eugénie Bastier. Manque de sororité quand même. Alors justement... Et Charles Consigny. Et Charles Consigny, on n'aura jamais autant cité dans cette émission. Alors justement, on parlait de féminisme. Et je t'ai demandé donc un deuxième exemple de ce qui te faisait rigoler. Tu m'en as dit aussi plusieurs, mais j'en ai choisi un que j'aime beaucoup. I can already see how there's like this crazy double standard in our society of how it takes so little to be considered a great dad. And it also takes so little to be considered a shitty mom. People praise my husband for coming to all of my doctor's appointments with me. Oh my God, I can't believe he comes to all your doctor's appointments. He is so supportive. Guess who else has to go to those doctor appointments? Me! I'm the star of the show. There's nothing for the camera to see if I'm not there. But he's the hero for playing Candy Crush while I get my blood drawn. Meanwhile, if I do mushrooms 7 months pregnant, I'm a bad mommy.
Ali Wong. Je suis fan d'Ali Wong. Ouais, bah oui, qu'on peut applaudir. Elle est incroyable. Elle est aussi scénariste. Elle a notamment été scénariste sur une série qui s'appelle Fresh Off the Boat, qui est une série qui raconte l'histoire d'une famille d'origine asiatique dans les années 90. Et voilà, elle est super. Ouais. Et elle a fait plusieurs spectacles, donc là, voilà, on la voit évoluer tout au long de sa vie. Elle raconte son. Elle a fait 2 spectacles enceintes d'ailleurs. Voilà. Et elle s'est accaparé quelque chose qui était assez masculin dans le stand-up, qui était le parler cru. Qui confine parfois à la vulgarité, et elle y va à fond. Elle est les pieds dans le plat, et puis en plus elle joue beaucoup aussi des questions raciales avec beaucoup d'humour, ce qu'on ne sait pas encore très bien faire en France, en tout cas avec le même degré. Ce que j'allais te demander, toi qui passe pas mal de temps aux États-Unis, est-ce que tu vois des différences au niveau du stand-up entre les sujets qui sont abordés là-bas et les sujets qui sont abordés en France? Disons que déjà culturellement le stand-up ça vient de chez eux, donc nécessairement il y a une facilité aussi à s'emparer de la scène. Et puis après sur les blagues liées aux origines, à l'histoire coloniale, à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire. Enfin, c'est incroyable en fait la faculté qu'ils ont à investir ces questions de manière super drôle. On le fait en France de plus en plus, mais je trouve que c'est toujours un peu crispé. Les gens sont hyper mal à l'aise dès qu'on parle de notre histoire, des questions raciales. Puis en plus, c'est vrai qu'on a des souvenirs de gens qui rigolaient des questions raciales, qui sont plus Michel Leb et compagnie. Donc forcément, ça traumatise un petit peu. Donc c'est vrai que les gens sont un peu la Zoubida, voilà, ce genre de choses, voilà, qui sont quand même assez atroces. Donc c'est vrai que je trouve que les Américains et même les Britanniques ont beaucoup moins de difficultés en fait à rire de ça et à vraiment le faire avec quelque chose aussi de bienveillant, quoi. Et on voit donc, c'est pour ça qu'on parlait de féminisme juste avant et que je voulais te lancer sur le sujet, on voit aussi beaucoup de femmes qui s'emparent de cette scène stand-up. Ça vient des États-Unis aussi, il y a eu beaucoup d'humoristes américains. Oui, après la scène de l'humour en général, elle est sexiste, faut dire la vérité. C'est pas, dire les États-Unis, c'est pas particulièrement en ce moment, mais il y a aussi ces mêmes tensions qui existent. Mais je pense qu'aussi dans la culture américaine, il y a une manière de s'emparer de la présentation des événements qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire en France. C'est vraiment l'entertainment, c'est dans leur ADN. Même les profs, en fait, moi je vois les profs qui sont dans l'université où j'enseigne, qui est une université quand même catholique. Je veux dire, les cours qu'ils font, le fait que nous, dans notre cours, on puisse intégrer du hip-hop, de l'humour, etc., c'est complètement une autre culture. C'est une culture aussi qui met les savoirs aussi au même niveau, les savoirs académiques au même niveau que la production intellectuelle ou la production artistique. Et du coup, ça change un petit peu le rapport aussi qu'on peut avoir à la scène, à la manière de s'emparer des sujets politiques et à décomplexer un petit peu aussi tout le monde par rapport à ça. Donc c'est chaud. Ouais. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a des profs là ce soir? Intégrer du hip-hop là à vos cours. Ah oui, non, bien sûr. Et donc on va. Même les étudiants, ils sont. En fait, c'est assez horizontal, c'est-à-dire que vraiment, on n'est pas, en tout cas dans la manière dont on enseigne, on n'est pas dans quelque chose d'ascendant. Donc en fait, les étudiants nous parlent beaucoup, et du coup, on est beaucoup dans l'interaction, et donc on apprend d'eux comme ils apprennent de nous. Enfin, évidemment, on leur transmet plus de choses, mais c'est très très différent. Du coup, ça rend humble aussi. Et puis après, il y a un côté capitaliste, c'est qu'à la fin du semestre, ils nous notent. Donc, comme les Uber. Donc voilà. J'ai envie d'aller habiter aussi. Non, mais c'est ça. Mais du coup, si on fait des cours un peu relous, voilà, si nos cours si on fait les mêmes cours tous les ans, qu'on vient, comme certains profs le font, en fac ici, ils lisent leur bouquin en amphi. Ça, en fait, c'est pas possible. Ça marche pas. Faut que ce soit quand même suffisamment dynamique pour que ça les intéresse. Ouais. Donc voilà, il y a des hauts et des bas. Et comme on parlait de capitalisme, tu viens de sortir un livre. Oui, voilà. Pour le vendre, ce livre. Absolument, merci. Je ne t'ai pas forcé la main. Dictionnaire du féminisme. Dictionnaire amoureux du féminisme. Amoureux du féminisme. Ouais. C'est donc une collection qui s'appelle Dictionnaire amoureux de. Tout à fait. Je l'ai pas encore lu. Pourquoi? Parce qu'il est costaud. Parce qu'il y a 600 pages, ouais. Bien bossé, Rokhaya. Ouais. Pourquoi tu as eu envie de faire ce livre et en fait, on est venu. Pourquoi il faut absolument l'acheter? Parce que en plus c'est bientôt Noël. Oui. Ça se trouve, les gens regarderont la vidéo le 29 décembre. On sait pas, c'est bientôt Noël, c'est bientôt l'Aïd, c'est bientôt voilà. Alors, le dictionnaire amoureux, effectivement, c'est une collection qui est établie, qui existe depuis 25 ans, qui pendant les 15 premières années était quand même beaucoup le fait d'auteurs masculins. Et en fait, l'éditeur actuel, qui est Grégory Berthier-Saudray, est venu me chercher parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais eu de sujet féminin qui avait été traité dans la question des dictionnaires amoureux. Et donc, le féminisme, c'est le premier. Il y a d'autres dictionnaires amoureux qui vont arriver sur Virginia Woolf et d'autres personnes, de figures féminines. Et en fait, le dictionnaire amoureux, ce qui est bien, c'est que c'est un dictionnaire qui est lié à ma perception du féminisme. Donc évidemment, je traite de thèmes comme la charge mentale,
comme l'intersectionnalité, comme des choses beaucoup plus graves comme la culture du viol. Mais je parle aussi de Wonder Woman, je parle de Janet Jackson, je parle de Greta Thunberg, je parle vraiment de personnages en fait qui composent ma galaxie. Julie Bastier ? Non, toujours Non. pas. Non, ça va. Entre blancs, tu Oui, sais. Est-ce qu'on La souffre solidarité, énormément, c'est ça. Roxane? Je parle de blanchité, ouais. Je parle de féminisme blanc, par exemple. Ouais. Ouais, il y a un chapitre féministe blanc, donc vraiment, je parle de manga, je parle de, pour ceux qui connaissent, de Ranma and Me, je parle de Lady Oscar, donc de Rumiko Takahashi, qui est une autrice de manga. Donc vraiment, j'essaie de montrer en fait tout ce qui m'a influencé en termes de féminisme et comment le féminisme en fait se trouve dans plein d'objets culturels, intellectuels ou politiques. Parfait. Vous Merci. allez l'acheter? Oui, merci. Allez hop. Bah, en fait, il est gros, mais comme l'avantage du dictionnaire, c'est qu'on peut le picorer, on n'est pas obligé de se farcir les 600 pages d'un coup. Donc on peut aussi, c'est voilà. Non, c'est très bien foutu. Merci en tout cas. Merci beaucoup, merci à toi. Alors, on va continuer sur le petit moment promo. Usul, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que c'est la fin de l'émission, mine de rien. T'es pas obligé de dire, ça te fait chier. Il a fait une petite... Oh, moi je sens rien, ouais, les dictionnaires amoureux, pas du tout. Non. J'ai pas gratté 600 pages, bravo, hein, je saurais pas faire. Non, ouais, vidéo de temps en temps, il y en a une dimanche, voilà. Et puis je travaille sur Société derrière, qui est le docu qui devrait sortir, donc 3 docus, dont le premier devrait sortir quand ce sera prêt. Attends, mais c'est un docu sur quoi? Je vais comme si on était tous au courant, mais non, je suis parti sur l'anti-intellectualisme, la place du capital intellectuel et du capital culturel. Ouais. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire des études si on veut progresser dans la hiérarchie sociale? Est-ce que les gens qui sont élevés dans la hiérarchie sociale sont aujourd'hui nécessairement ceux qui ont le plus de capital culturel? Est-ce qu'il n'y a pas, y compris localement, voilà, c'est toutes ces questions-là. Ah, intéressant. Oui, du coup, je suis allé voir des sociologues, je suis allé voir, voilà. Donc c'est qui réalise Ouais, c'est moi le chef, c'est pour ça que ça avance pas. Les patrons de gauche. Voilà. Très bien. Il sortira sur internet quand ce sera prêt. sera prêt. Ouais, moi je les vends pas aux chaînes et tout. Moi je fais les trucs. Puis Il y a bientôt la 3e guerre mondiale, donc si ça peut se dépêcher un petit peu. Ouais. Il n'y aura pas c'est le wifi dans les caves, donc ça va être un peu chiant. C'est vrai en plus. Emmanuel, où est-ce qu'on peut te retrouver, Emmanuel? Où c'est qu'on peut me retrouver? Sur les chaînes info. Mercredi soir à Massy, vendredi soir à Nice. Non, mais c'est vrai en plus. Samedi à Marseille. Je sais pas quand est-ce que les gens vont regarder là. Ah oui. Te retrouver à l'Assemblée nationale. Ils peuvent me retrouver à l'Assemblée nationale, de temps en temps à la télévision ou à la radio, et puis dans des réunions publiques, des meetings qu'on organise partout en France pour essayer de mener campagne. Et quand est-ce que vous nous interprétez la prochaine motion de censure? C'est chaud là, il y a moyen, il y a une petite question là, non? Sur la retraite. Ouais. En fait, il faut savoir que pour hier là, vraiment, il y a. Tu suis l'actu. T'as raison. Non, en fait, alors on peut déposer 2 types de motions de censure. Pardon, si on est pressé, je fais vite. Non, pas du tout. C'est un petit chiant, moment. Ça sera chiant, mais c'est un petit moment de pédagogie parlementaire. Ouais, mais c'est intéressant. En fait, on peut déposer une motion de censure. Il a fait une autre bourde que ça hier, Bayrou, quand même. Donc voilà. En fait, on peut déposer une motion de censure. C'est celle dont on a l'habitude d'entendre parler. On appelle les motions de censure 49.3, c'est-à-dire quand le gouvernement engage sa responsabilité en faisant un 49.3 sur un texte, on peut dire motion de censure en face. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et après, il y a un article de la Constitution qui s'appelle l'article 49.2, qui permet de déposer des motions de censure. Oui, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Qui permet de déposer des motions de censure hors texte, en fait. C'est une motion de censure comme ça. J'arrive et je dis j'ai envie de censurer le gouvernement. Je suis foulé du gouvernement. On veut le faire tomber. Mais le problème, c'est que on peut en déposer que moi, je peux en déposer que 3 dans toute la session parlementaire, c'est-à-dire entre le mois de septembre de l'année dernière et le mois de juin de cette année. Donc il faut qu'on positionne les cartouches au bon endroit, parce que sinon on gaspille toutes nos cartouches. On en a utilisé une au début de Barnier, on en a utilisé une deuxième au début de Bayrou, il nous en reste une. Donc on peut essayer de la mettre maintenant, mais... Ou alors c'est aux écolos de le faire. Ouais, alors en fait il faut 58... Non, c'est par individuellement. Ah, individuellement oui, mais il faut 58 députés minimum pour signer une motion de censure. Sinon j'allais dire tu fais ça tous les jours. Voilà, pour éviter qu'on puisse faire ça tous les jours. On y avait pensé. Je me doutais qu'ils avaient... Ils ont prévu le coup. T'imagines, c'est moi qui trouve la solution? Mais alors attends, on va faire tous les jours. Voilà, on va faire tomber le gouvernement. Moi je suis évidemment que de toute façon nous on est évidemment opposés à la politique de ce gouvernement, et que dès qu'on peut, mais le problème c'est qu'il suffit pas de déposer une motion de censure pour le faire tomber, il faut qu'elle soit votée par une majorité de députés. Nous on les a toutes votées, donc Parti socialiste. Non, pas seulement. Pas seulement. On a tellement envie de savoir ce qu'il y a dans l'article 49.1.
Ah bah en plus là c'est une colle, mais Ah, bravo Manuel, Jean-Jacques Bourdin d'un coup. Bravo, bravo. Il y a quelqu'un qui connaît la Constitution par cœur ici. Constitution, bravo. Il y a quelqu'un qui connaît la Constitution par cœur ici. Bon. Oui. Le 49.1. Voilà. Bien vu. Attends. Bien vu. Incroyable. Attends, parce qu'on a. C'est dommage. Il a raison. Non, mais c'est bien. C'est super. Alors, attends. Mais en fait, comme les derniers gouvernements, ils le font. Parce que les gens, ils ont pas entendu. On n'a pas entendu, donc je vais te donner le micro. Il faut que tu le dises au micro. Et cette émission prend une autre tournure, puisqu'on est à nuit debout, d'accord. N'a aucun sens. Donc l'article 49.1, c'est 49.1. Le 49.1, c'est quand le gouvernement pose la question de confiance sur sa politique. Généralement, effectivement, ça se faisait en début. C'est-à-dire quand un gouvernement arrivait, il posait la question de confiance, l'Assemblée lui donnait le votait, et donc il avait les mains libres pour mener cette politique-là. Et effectivement, l'opposition peut voter contre la motion de confiance. Enfin, contre la question de confiance, pardon. Bravo. Il faut dire... Attends, Manuel, attends. Ouais. Et le 37.2, jamais, peut-être bien essayé. Toute la Constitution. Non, mais il faut dire que en fait, c'est vrai qu'on l'a jamais utilisé parce que depuis 2022, aucun gouvernement n'a demandé la confiance en arrivant. C'est-à-dire que normalement, c'est qui ne connaît pas la Constitution, ici. Bravo. Il y a quelqu'un qui connaît la Constitution par cœur ici. Bon. Oui. Le 49.1. Puisqu'on est à nuit. Il faut dire... Attends, Manuel, attends. Ouais. Et le 37.2, jamais, peut-être bien essayé. Toute la Constitution. Non, mais il faut dire que en fait, c'est vrai qu'on l'a jamais utilisé parce que depuis 2022, aucun gouvernement n'a demandé la confiance en arrivant. C'est-à-dire que normalement, un gouvernement, quand il arrive, il dit est-ce que l'Assemblée nationale. Ils ont pris la confiance directe. Voilà. Et normalement, un gouvernement, n'importe quel gouvernement, normalement, fait ça. On va demander la confiance à Bayrou sur l'astrophysique également. Il y aurait des choses à faire. Merci beaucoup Manuel Bompard, merci Rocaille Diallo d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. On a rigolé, on a appris des choses, c'était parfait. Gardez vos applaudissements. Je voudrais qu'on applaudisse toute l'équipe de Black Bloc. Alexandre Ruez à la réalisation. Camille Busquet au montage. Stéphane Pruvot à la photo. Julien de Coignac, Romain Piron, les chefs opérateurs, Jimmy Beaufils au son, Charles Excus, chef électricien, Georges Elarard pour le matériel, la régie, Charlotte Crambert au maquillage, et oui car on est maquillé, c'est pour ça qu'on est rayonnant, splendide, Pierre Magic Catan à la production, Valentino Berti qu'on appelle Valentoche, même si elle n'aime pas ça, à la rédaction en chef, et Tariq Safraoui pour l'ensemble de son œuvre. Merci à vous d'avoir été là à la salle Pablo Neruda de Bobigny. Cette émission est en accès libre, donc elle est possible que grâce aux abonnements. Donc abonnez-vous à Mediapart. Je vais même faire mieux. Usul, est-ce que tu peux nous faire peut-être avec la voix d'Edoui Plenel un dernier? Évidemment, il faut ne jamais oublier de s'abonner à Mediapart. Voilà. Bravo, parfait. Merci beaucoup. Attends, je vais le remettre parce que c'est ça là. Merci beaucoup. Évidemment. Est-ce que tu peux nous faire peut-être avec la voix d'Edoui Plenel un dernier? Évidemment, il faut ne jamais oublier de s'abonner à Mediapart. Voilà. Bravo, parfait. Merci beaucoup. Ah putain. Alors qu'est-ce que vous avez... Oula, pardon. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Moi je l'aime bien cette émission Black Bloc de par rapport à qu'est-ce qui politise les gens et qu'est-ce qui les fait rire. Je trouve ça très intelligent et très drôle. Bon, sans plus attendre parce que je sais pas du tout animé.
live, hein, je vous dis bonne nuit. Hop là. Et je remets.